Dans l'actualité, en Espagne, un sursis pour la gauche au lendemain des législatives. La droite l'emporte, mais sans majorité absolue. In extremis et défiant tous les sondages, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez conserve une chance de se maintenir grâce au jeu des alliances. On en parle avec Antoine Delaporte, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de la vie politique en Espagne. Bonjour Antoine Delaporte. Bonjour, merci de votre invitation. Et merci d'être avec nous surtout. Alors Antoine, à l'heure où l'on parle, le résultat est toujours incertain. C'est ça, que l'on comprenne bien. La droite l'emporte, mais ne peut pas gouverner sans majorité absolue. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que le Parti populaire, qu'on pourrait grossièrement traduire comme les Républicains en France, le grand parti de la droite et du centre-droit, est arrivé en tête à plus de 136 députés au dernier décompte, qui est définitif quasiment. Et même en s'associant à l'extrême droite et à deux petits partis régionalistes de droite qui seraient sujets à caution, le bloc de droite au total n'obtiendrait que 171 députés, soit 5 de moins que la majorité absolue, ce qui empêche son leader, Alberto Núñez Feijóo, d'accéder au pouvoir. Alors, l'Espagne entre en quelque sorte dans une période d'instabilité. Les accords entre blocs sont impossibles comme en France. Oui, effectivement, l'Espagne n'a pas du tout cette tradition de la grande coalition qu'on peut retrouver par exemple en Allemagne ou en Autriche. C'est au contraire un pays plutôt de bloc contre bloc, de gauche contre droite. Le bloc de Pedro Sánchez, le président du gouvernement sortant, si on additionne tous les partis qui l'ont soutenu sous la législature précédente, est à 172 députés. Donc vous voyez, il en manque encore 4. Et donc c'est vraiment les 7 députés restants d'un parti indépendantiste plutôt radical catalan vont faire potentiellement la bascule. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de majorité claire qui se dégage au Congrès, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. C'était une erreur stratégique de provoquer ces élections, ou finalement Sánchez a réussi son pari aujourd'hui ? Non, clairement, le pari est plutôt réussi. Alors, vu comme ça, on pourrait penser que non, parce qu'effectivement, le Parti socialiste est deuxième avec 122 députés, mais il obtient son meilleur résultat en voix et en pourcentage depuis 15 ans. Il évite un effondrement qui était vraiment la crainte si on attendait les élections, c'est-à-dire au mois de décembre. Donc non, le pari est plutôt réussi, et surtout, Sánchez obtient son premier objectif. Il empêche la droite, avec le concours de l'extrême droite, d'accéder au pouvoir. À quoi doit-on justement ce succès ? Parce que c'est vrai que tous les sondages le donnaient perdant hier encore. Oui, absolument. Alors d'abord, il est quand même toujours deuxième. C'est donc les sondages ne se sont pas trompés entre guillemets sur l'ordre d'arrivée. Le PP est bien arrivé premier et le PSOE, le Parti socialiste, deuxième. En revanche, c'est que d'abord le Parti populaire n'a pas mené une excellente campagne. Il a été pris dans le bruit ambiant de ses accords avec l'extrême droite au niveau régional et municipal, ce qui a mis en difficulté son discours un peu modéré. Et le Parti socialiste, lui, s'est vraiment remobilisé, a cru dans une possible remontada que Sánchez lui a vendue. Et puis surtout, ces accords droite-extrême droite ont remobilisé une partie de la gauche et de l'électorat progressiste qui a vu que quand il s'abstenait, eh bien, c'était effectivement la droite avec le concours de l'extrême droite qui est en mesure d'accéder au pouvoir. Alors oui, il ne faut pas oublier effectivement que la droite est quand même majoritaire en termes de voix. À quoi doit-on cette percée quand même significative de la droite en Espagne ? Eh bien, c'est effectivement la droite est majoritaire. Alors de très très peu, on est à moins d'1 point d'écart entre les blocs de gauche et les blocs de droite. D'abord, la droite était divisée en 3 partis aux dernières élections. Maintenant, elle n'en est plus qu'à 2. Le système électoral espagnol favorise les partis quand ils sont plutôt unis, quand les voix se portent sur un seul parti. Et puis également, le Parti populaire canalise sur 3 ans et demi d'opposition, où Sánchez a quand même dû affronter la pandémie de Covid, les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine, avec notamment l'inflation qui a été très élevée. Les accords aussi que Sánchez a pu passer avec les indépendantistes basques et les indépendantistes catalans, qui ont généré un rejet de la part d'une partie de la société espagnole. Et donc tout ça a favorisé la concentration d'un vote de droite, mais un vote, encore une fois, une vague pas suffisante. La seule opposition à Sánchez n'a pas été suffisante pour le faire tomber. C'est un avertissement, clairement, quand même, pour la gauche espagnole.
Disons que oui, en tout cas, le résultat, elle est en fait aujourd'hui quasiment au même étiage. Elle est à 153 députés, elle était à 155 députés il y a 3 ans et demi lors des dernières élections législatives. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas réussi, pareil, à reconquérir, à progresser. Le Parti socialiste, je l'ai dit, progresse, fait un meilleur résultat qu'il y a 4 ans, mais la gauche radicale, elle, est encore en recul. Alors elle a une trentaine de députés, le résultat est quand même honorable, mais on est très 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 loin des perspectives de l'époque de Podemos, où Podemos avait failli dépasser le Parti socialiste. C'est effectivement quand même une gauche qui est aux alentours de 44% des voix. C'est vraiment surtout le système électoral et la concentration des voix autour du Parti populaire qui a failli opérer cette bascule, mais il y a quand même des messages qui sont envoyés, notamment liés au lien avec les partis indépendantistes, mais la difficulté, c'est que si la gauche veut se maintenir au pouvoir, sa seule voie aujourd'hui, c'est de continuer de s'entendre avec ces partis indépendantistes. Il y a eu cet effet, comme on a pu l'observer en France, on a agité ce chiffon de l'extrême droite avec Vox, le parti de droite radicale qui faisait peur. Il y a eu ce phénomène en Espagne également? Oui, effectivement, Pedro Sánchez et Yolanda Díaz de la gauche radicale ont tous les deux beaucoup joué sur le risque d'arrivée de l'extrême droite, d'autant que quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir dans certaines villes ou régions, il y a eu certaines mesures qui ont pu choquer une partie de l'électorat progressiste. Par exemple, le fait de ne plus faire flotter le drapeau arc-en-ciel le jour de la Pride devant les bâtiments publics, le fait de censurer, d'interdire certaines œuvres de théâtre dans les établissements publics, tout ça a mobilisé l'électorat progressiste. Mais en revanche, il n'y a pas, on va dire, de front républicain, de réflexe chez l'électorat de droite qui n'a pas de difficulté à voir le Parti populaire s'associer avec Vox. Merci Antoine Delaporte, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de la vie politique en Espagne. En tout cas, vous l'avez bien expliqué, il s'en est fallu tout de même de très peu pour que l'Espagne passe aux mains des conservateurs et de l'ultra-droite, à l'instar d'ailleurs de plusieurs pays d'Europe du Nord où l'on assiste de plus en plus à ce type de coalition droite, extrême droite. On en parle avec Yves Bertoncini, enseignant et consultant en affaires européennes. Bonjour Yves Bertoncini. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. L'Espagne stoppe la vague Meloni, c'est ce qu'écrit un quotidien espagnol, La Vanguardia. Le parti d'extrême droite Vox ne fait partie d'aucune majorité, souligne ce journal. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, en tout cas, c'était comme ça que les Européens regardaient ce scrutin, parce qu'en effet, il venait après plusieurs autres scrutins au nord de l'Europe, vous avez mentionné l'Italie, qui avait, sur la base d'un mouvement aussi qui peut être un mouvement de balancier simple, alternance démocratique, qui avait porté au pouvoir des formations et des coalitions de droite et d'extrême droite, ou de droite radicale, comme on veut. Vous avez cité la Suède et la Finlande. La Suède, c'est seulement une coalition de droite qui a l'appui de l'extrême droite au Parlement, mais en Finlande, c'est une coalition de gouvernement avec les Finlandais, ou les vrais Finlandais, comme on disait, qui est un parti de droite radicale. Et puis il y avait l'Italie, oui. Madame Meloni, et maintenant, disait-on, peut-être l'Espagne, et semble-t-il, là, il y a un coup d'arrêt dans cette vague qu'on voyait se dessiner. L'Espagne, l'Italie, vous l'avez dit, la Finlande, en Allemagne, ici ou là, on le voit de plus en plus dans les élections locales notamment, ces coalitions, c'est quelque chose à laquelle il va falloir s'habituer ces prochains temps ? Il faut vraiment, il y a un fond de carte européen dans un contexte où il y a des défis identitaires migratoires d'un côté, des défis sécuritaires, des défis écologiques, tout ça, ça peut nourrir des partis de droite radicale ou d'extrême droite. Et puis en même temps, il y a des contextes locaux. Quand vous évoquez ce qui se passe en Allemagne, l'Allemagne a un passé nazi, donc c'est pas, même si le parti Alternative für Deutschland ne se réclame pas de ce passé nazi, c'est pas si évident de faire des coalitions au-delà du niveau local. Le chef du parti CDU-CSU l'a redit ce week-end. Il a dit, moi je veux bien qu'on gouverne avec Alternative für Deutschland au niveau local, mais jamais au niveau régional ou national et européen. En Espagne, ça a été dit par Antoine Delaporte, il y a une acceptation de cette alliance qui, on le sait bien, par exemple, en France, fait elle aussi débat. Donc vous avez en Europe une diversité de situations au niveau des forces politiques de droite et de droite radicale et d'extrême droite qui ont quand même beaucoup à faire avec l'histoire de ces différents pays. Et on voit bien qu'en Espagne, effectivement, le côté répulsif du passé franquiste a pu jouer un rôle dans la dernière ligne droite et explique une forme de résistance, de sursaut pour faire barrage à l'entrée de l'extrême droite au gouvernement, parce qu'il faut quand même le dire, c'est ça que réclamait le leader de Vox. Il ne réclamait pas une situation à la suédoise,
C'est-à-dire le gouvernement, ça sera le Parti populaire, et puis nous, on le soutiendra seulement au Parlement. Non, ils voulaient, comme en Finlande, entrer au gouvernement avec des postes clés, ministère de l'Éducation, Culture, etc. Donc forcément, là, il y a eu un réflexe sur lequel a joué Pedro Sanchez et les militants socialistes ont célébré ce qui est quand même une défaite, hein, mais c'est une défaite relative, ils sont deuxièmes, sur l'ère de No Pasaran, qui évoque la résistance au franquisme. Merci en tout cas Yves Bertoncini, enseignant et consultant en affaires européennes, de nous avoir apporté votre éclairage, hein, en tout cas sur voilà, cette montée tout de même de la droite, de l'extrême droite en Europe, même si pour le moment Pedro Sanchez, le socialiste, a sauvé voilà, sa place au pouvoir. Merci à vous.